l'exploitation abusive. Ils ne veulent plus le mariage forcé, ils ne veulent plus la violence et la torture. Ils ne veulent plus se prostituer au rue de la joie, ils ne veulent plus les viols et les crimes rituels. Ils ne veulent plus la faim et la soif. Ils ne veulent plus une éducation sur mesure, ils ne veulent plus l'ignorance. Ils ne veulent plus les séparations et les divorces. Que tous mes compatriotes s'unissent, que tous mes compatriotes s'entendent, que tous mes compatriotes se respectent, que tous mes compatriotes s'aiment. On marche la main dans la main. De l'Afrique en Amérique, de l'Amérique en Asie, de l'Asie en Europe, de l'Europe en Océanie, de l'Océanie en Afrique. Notre pays, le monde a besoin de nous tous pour ce lendemain meilleur. Ensemble, répondons présent à son appel. Je suis le prix Nobel de la paix. Je suis le médiateur du monde. J'ai faim de la paix. J'ai soif de la paix. Ensemble, vivons la main dans la main. Ensemble, aimons-nous les uns les autres. Mesdames et messieurs, oui à la paix, à la paix, à la paix et à la paix. Que la paix règne au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Bonne lecture à vous tous. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Amen. Je vous demande une fois de plus d'acclamer ces 10 Christophe. Merci. Rassurez-vous, jamais d'enfant, la peine nous l'avons reçue. Et si nous pouvons retenir quelque chose de votre brillante adoption, nous devons savoir que nous devons prier 52 fois. Et si vous comptez les pays africains, vous allez vous rendre compte de la Sierra Leone au Mozambique, en passant par, je ne sais pas, le Lesotho, et ainsi de suite. Chacun doit prier à son niveau afin que la paix puisse régner. Bien, le poète, c'est un écrivain panafricaniste. Il se veut humaniste, c'est-à-dire qu'il place l'homme, le genre humain, au centre de ses soucis. Il a également pensé à un digne fils de l'Afrique, ou alors un doyen de l'Afrique. Je ne voudrais pas le nommer le chef de l'État, pour dire que qui s'est inspiré pour la rédaction de ce brillant ouvrage. Nous savons combien que le chef de l'État défend la paix. La paix, sans laquelle aucune stabilité économique, politique et même sociale n'est possible. Il a également interpellé les dirigeants de l'Union africaine. Chaque pays doit laver de façon interne son linge sale. Ça, c'est très important. Et il a également émis un vœu que ce livre soit inscrit au programme. Je crois qu'il s'adresse à qui de droit. Le poète Germain Donfac a lancé son appel à l'endroit du monde et il voudrait, à travers l'insistance, c'est une insistance que chacun défende cette paix partout où il se trouve. Cela doit commencer par la cellule la plus petite, la cellule sociale la plus petite en famille, jusqu'au contrées, je ne sais pas, le continent et ainsi de suite. Nous croyons qu'à cet effet, nous pouvons penser à Germain Donfac comme, je dirais, un élève d'un révérend, l'auteur de Balafon, en Gilbert, qui, dans ses premiers vers, lançait déjà un appel à son ami Confucius, à Roland Roger et même à Moctezuma pour désigner le continent de l'Asie, de l'Europe et même de l'Amérique. Nous croyons que, sans toutefois nous tromper, que cette œuvre peut être vraiment produite au programme et c'est le vœu de l'écrivain et du poète. Sur ce, je vous demande une fois de plus de l'acclamer. Merci, monsieur Germain Donfac. Bien, à présent, mesdames et messieurs, honorables invités, cette communication vient de prendre sa première virgule. La seconde vous revient, cher public, à souligner quelques suggestions, quelques questions, s'il y en a, le débat puisse être davantage enrichi. Je vous remercie. Très apprécié, c'est le cœur des poèmes. Et j'ai suivi l'auteur et tout le panel avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais tirer un coup de chapeau à celui-là qui s'est donné la peine de s'hasarder dans ce terrain assez glissant. Et pour ce sujet aussi
complexé. La paix. La paix est-elle synonyme de silence? Si oui, ne parlerait-on pas plutôt de voile qui cache toutes les sortes de pressions que nous vivons et célèbre le politique et son homme? Deuxième préoccupation, l'auteur que vous êtes célèbre-t-elle la paix au Cameroun, qui pourrait tout simplement, selon ma vision, être une sorte de bombe à retardement, en proposant des solutions qui nous permettra d'éviter une éventuelle catastrophe, ou alors l'auteur dénonce-t-elle tout simplement les catastrophes des autres pays d'Afrique, qui malgré les guerres et les désordres de toutes sortes, ne s'exilent pas autant que les Camerounais rêvent de sortir à tout prix et à tous les prix. Merci. Je poser la question réelle de ce présenté, s'il vous plaît, ou des commodités de situation. Merci. Je disais, je suis docteur Tchékoté de l'Université de Tchang. Je représente ici le coordonnateur du présent québécois. J'ai eu l'ouvrage que j'ai lu, c'est vrai, très rapidement, avec beaucoup de passion, beaucoup d'attention aussi. Mais quelque chose qui me frappe et que je voudrais savoir, c'est que l'auteur, dans sa 4e de couverture, parle bien de l'exil au Gabon. Et nous avons suivi plusieurs orateurs insister sur cette question d'exil. Mais paradoxalement, l'ouvrage, on se rend compte qu'il fait l'apologie des autorités du Cameroun et on se demande bien quel était le motif de son exil et pourquoi cet exil avait été aussi court de 2006 à 2008 et pourquoi par la suite cette apologie. Je vous remercie. Une troisième question. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Emilien Firmin Bargazier, professeur des lycées. Mon propos portera sur deux aspects essentiels. À travers, premièrement, une vision panoramique positive que m'aura suggéré la lecture de cette magnifique et dynamique production littéraire. Et enfin, je poserai une question que je formulerai à l'adresse de l'auteur. Il ne s'agit pas d'une seconde note de lecture, mais il s'agit d'une sympathie que j'ai ressentie à la lecture de cet auteur que je découvre. Je dirais tout simplement qu'il s'agit d'une inspiration déconcertante et bouleversante sur les plans esthétiques et thématiques. Elle est décrite dans un style enchanteur qui invite au délire des mots tout en laissant poindre une idéologie fondée sur l'humanisme. C'est aussi et surtout une poésie prosaïque, digeste, un véritable manifeste qui interpelle la conscience universelle en général et la conscience africaine en particulier. J'ai donc fortement été séduit et impressionné par la lucidité et la fluidité de l'auteur, car il m'a donné l'impression de relire Angèle Benven, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et bien d'autres. Germain Donfa, que j'appelle affectueusement JD aujourd'hui, est un artiste pur à la plume légère mais sévère.
Cette œuvre, loin d'être une dénonciation, est une thérapeutique qui s'attaque à l'une des mêmes conditions qu'est la condition humaine. Merci JD. J'en viens donc maintenant à la question. Pensez-vous que l'écriture poétique en général et votre poésie en particulier pourrait être une arme efficace susceptible de bouleverser les mentalités et changer le monde en lui apportant la paix à tout prix? Je vous remercie. Merci déjà pour la première question du docteur Tchekoti de l'Université de Djam. Vous avez demandé si la paix est synonyme de silence. Je dis que pour moi, la paix n'est pas synonyme de silence. Si je parle de la paix, elle est essentiellement question de mieux se comporter dans la société. La paix n'est pas synonyme de silence. Parce que dans le silence, je suis déjà dans le jargon de la littérature, dans le silence, on peut aussi beaucoup se révolter. On peut parler de la révolte d'un mur, par exemple. Donc pour moi, la paix n'est pas synonyme de silence. Vous avez demandé, vous avez aussi demandé. Bien plus, vous avez demandé si la paix est-elle une bombe à retardement au Cameroun et non par ailleurs. Bon, la paix n'est-elle pas une bombe à retardement? Non, la paix n'est pas une bombe à retardement au Cameroun. Vous savez, dans notre pays, nous avons tous besoin de la paix. Je ne peux pas me placer à dire qu'il faut monter, il faut descendre, il faut préserver la paix tout simplement. Donc cette question-là, je préfère répondre ainsi. Il faut préserver la paix. La question du docteur Tchokoté, s'il faut que je revienne. L'exil au Gabon, l'exil de l'auteur au Gabon, qui n'a duré que 2 ans à peine, fait en sorte qu'il puisse pratiquer une sorte d'apologie du Gabon et non pas peut-être celle du Cameroun où il a le plus vécu. Pourquoi cette apologie du Gabon alors que l'auteur n'y a passé que 2 ans? Oui, dans ce livre, vous avez parlé dans ce livre, j'ai parlé du Gabon essentiellement dans certains points, parce que pendant mon exil, le Gabon m'a aussi bien accueilli. Et vous avez demandé les motivations pour lesquelles je suis parti au Gabon. J'ai écrit depuis la classe de terminale, comme on a signalé depuis. Et à l'université, première année comme deuxième année, j'ai publié Tsembe et son histoire, j'ai publié les monuments de l'humanité, une précieuse comédie et bien d'autres. Et le milieu dans lequel je vivais n'était pas propice pour moi pour promouvoir mon génie. De temps en temps, j'étais menacé. Nous sommes en Afrique. Et vous savez que l'objectif des Africains, c'est d'éteindre un génie. Donc, j'étais menacé de gauche à droite, que ce soit du côté mystique, même physique, parce qu'il y a ceux qui sont venus à ma personnalité et dire, mais écoute, est-ce que tu penses que tu es le seul qui a été à l'école? On va te montrer que ceci et cela, ainsi de suite. Bref, je ne me sentais pas à l'aise quand j'écrivais. Il fallait alors me retirer du milieu pour mieux me préparer. Mais j'espère qu'actuellement, il est temps pour moi de sortir de l'auberge. Monsieur Emilien Zébaga, professeur, tout d'abord a fait une vision panoramique, expéditive et même enchanteresse de l'œuvre, une poésie prosaïque qui interpelle tout un chacun, mais a surtout voulu vous demander à vous écrivains, pensez-vous que l'écriture poétique pourrait être une arme sûre pour apporter en Afrique et dans le monde une paix à tout prix? Oui, j'espère que l'écriture peut vraiment apporter la paix, mais à certaines conditions. Il faut qu'on respecte déjà l'écriture et les écrivains eux-mêmes. Donc, si les œuvres, si on peut
si on prend en considération ce que les écrivains disent dans leurs œuvres, si on insère les œuvres dans les programmes scolaires, à travers l'éducation qu'on doit donner à la jeunesse, et pour nous tous les lecteurs potentiels qui sont dans la salle, à travers ce qui se dit dans les livres, la paix peut régner au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Donc si on respecte ce qu'on dit dans les livres, mais il faut aussi préciser qu'il y a des bons livres. Si un livre est là pour promouvoir la guerre, j'espère qu'on ne doit pas lire ce genre de livre-là. Si on est là pour le maintien de la paix, on peut justement un jour avoir cette paix. Donc l'écriture pour moi peut contribuer au maintien de la paix. Bien, une sorte d'arme de combat. Bien, monsieur Sylvain voudrait ajouter quelque chose. Nous l'écoutons. Bien, merci pour avoir eu le bonheur de parcourir l'ouvrage et surtout d'être interpellé par l'exercice de compte rendu. La première question qui était celle de savoir si la paix est un slogan creux. Nous pensons que nous sommes dans le domaine de l'éducation. Et je vais essayer de paraphraser un secrétaire général de l'ONU qui, il y a certaines années, disait « C'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres. » Et c'est de l'esprit des hommes qu'il faut extirper l'esprit, les intentions martiales. Cela signifie que, en réalité, l'œuvre que nous menons, c'est une œuvre d'éducation. On ne saurait d'emblée proclamer la paix et la vivre spontanément. Si la paix est énoncée et annoncée, proclamée dans ce livre, cette paix, comme je l'ai dit dans mon propos, dans l'observation que j'ai pu faire des écrits, n'est pas seulement synonyme d'absence de conflit armé. Ça, c'est la paix dans sa dimension sociale et politique. La paix véritable, il nous semble, dont parle l'auteur ici, c'est une paix qui a plusieurs aspects. Pour qu'il y ait une paix durable, il faut de la quiétude, il faut que chacun se sente en sécurité. Les différents thèmes qu'il dénonce, les mots qu'il vilipende dans son œuvre sont notamment la corruption. Dans un univers où règne la corruption, on ne peut pas avoir de paix durable. Il y a l'injustice sociale, il y a le chômage, il y a les abus de toutes sortes, il y a la violence urbaine. Ce sont des facteurs qui doivent cristalliser la notion de paix, qui ne devrait pas être tout simplement comme un slogan creux. C'est la raison pour laquelle, au-delà du simple fait politique et médiatique, on entre dans les consciences humaines. Il l'a si bien dit, l'une des tribunes favorites, c'est quoi? C'est l'espace scolaire. Lorsque nous tenons des apprenants au quotidien, nous leur donnons des leçons, nous leur inculquons des valeurs. À la longue, ils peuvent comprendre quel est l'intérêt réel de la paix. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que lorsque certains réseaux sociaux ne sont pas en relais tels que la radio, la télévision et bien d'autres, les gens pourraient croire qu'en réalité il s'agit juste d'un vase creux. Mais l'écrivain apporte sa contribution. Ce n'est pas l'œuvre d'une simple production poétique. Chacun à son niveau doit comprendre qu'il est un maillon essentiel pour bâtir cette paix. Dans la famille, en milieu professionnel, dans l'univers social. Et comme il l'a si bien dit, ne nous enfermons pas dans des considérations politiques. Nous ne savons pas qui, dans l'instinct de conservation, est prêt à proclamer ou à valoriser la guerre, qui est le contraire de la paix. Qui n'aimerait pas vivre dans une certaine quiétude, dans son milieu familial, dans son milieu conjugal, dans son milieu professionnel. Donc la paix a plusieurs compartiments, plusieurs aspects. Peut-être que certains sont en train de voir la paix dans sa dimension purement politique, absence de conflit, mais cette paix-là est à construire, et c'est une œuvre de longue haleine. Et nous pensons que tous les mots qu'il a décriés, qu'il a dénoncés, prouvent qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une promotion. Ce n'est pas un relais politique. C'est juste une option pédagogique qu'il a prise, c'est un enseignement qu'il donne et tout passe par l'éducation en l'être humain. Voilà ce que nous pouvons proposer au regard de la lecture que nous avons faite de l'ouvrage. Merci, monsieur Sylvain, pour cet ajout. Oui, une deuxième vague de questions. Bonsoir à toute la salle.
Bonsoir, monsieur le directeur, monsieur Frapon. Bonsoir, monsieur le professeur, monsieur Sibéen. Bonsoir, Germain Donfa. Bonsoir, monsieur Dantin. Bonsoir encore en particulier au docteur, je ne connais pas le nom, et au professeur. Voilà, je suis Elvis Chouanan, conseiller financier, sans véritablement conseiller par la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de finance. Mais j'aimerais simplement savoir, pour un point qui est Germain Donfa, c'est bien beau de dénoncer, je me dis que tout le monde les dénonce tous les jours la terre, on dénonce la guerre, mais j'ai un peu parcouru son livre. J'aimerais savoir si, quelque part, il est précisé une solution pratique pour pouvoir maintenir la paix, ou bien pour pouvoir prévoir une éventuelle guerre, parce que nous savons que l'homme est en bois et divers, on parle là tout le temps de la paix, mais quelle est la solution pratique que Germain Donfa propose dans son ouvrage pour éveiller par exemple les consciences et pour amener les enfants qui seront éduqués à se comporter d'une façon décente. Merci. Je suis monsieur Péda Edouard, journaliste, FM 105 Douala. Je suis très flatté, très édifié, mais avec beaucoup de regrets. Je crains que ce ne soit un culte académique. Ma question se penche sur deux aspects. On parle d'un genre poétique. Peut-être que le représentant de l'Harmattan pourrait intervenir. Un genre poétique dans un environnement où nous avons un pays où il y a moins de lecteurs. Je me pose la question, la publication de cette œuvre, pour quelle fin, monsieur l'auteur? Peut-être que pas pour une fin financière, me dirait-on. Ce recueil de poèmes ne s'adresse-t-il pas à l'endroit des élèves, au mieux des étudiants? À écouter la note de lecture, c'est loin d'être un apport pour le développement. Au moins, est-ce que vous allez me le démentir? Et par la suite, je chute, que ce soit la note de lecture, le résumé ou le mot de l'auteur. Vous avez fait plus honneur aux poètes étrangers qu'aux locaux dans vos citations. Pour par la suite interpeller le Cameroun, les chefs d'État africains de travailler la main dans la main, ne pensez-vous pas qu'à ce niveau, il y a anguille sur roche? Je vous remercie. Je suis Roger Nguéchon, professeur de lycée. Je ne vais pas reprendre l'espace que les autres ont dit. Je vais commencer par cette assertion d'un célèbre écrivain dans son œuvre intitulée Les Destinées. Heureusement, les professeurs de français sont là devant nous. Je cite: une œuvre littéraire est comme une bouteille que l'on jette à la mer et sur laquelle on colle cette étiquette sauve qui peut. Fin de citation. Cela étant, nous avons suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt votre brillant exposé qui colle immédiatement, n'est-ce pas, non seulement à l'idéologie de l'auteur que j'ai cité plus haut, mais aussi et surtout à l'actualité mondiale africaine et du Cameroun en particulier. Car il ne se passe pas un jour sans qu'on évoque ou ne parle, n'est-ce pas, de la paix qui s'avère être, n'est-ce pas, un impératif absolu. Si je veux parler, n'est-ce pas, comme un homme politique, à la personne de Mienzok, qui a d'ailleurs écrit, n'est-ce pas, un livre sur la paix, intitulé, n'est-ce pas, la paix ou un impératif absolu. Donc, fort de tout cela, et surtout, n'est-ce pas, compte tenu de votre bagage intellectuel, le modérateur l'a si bien précisé, pourquoi avez-vous choisi, n'est-ce pas, la poésie? Vous savez, dans l'imaginaire populaire, on considère, n'est-ce pas, le poète
comme un être, n'est-ce pas, des nuées, c'est-à-dire un âge incertain dans les ondes du temps qui se mesure et passe. Et alors, quel est d'abord le conseil qu'on donne, n'est-ce pas, à la jeunesse par rapport à la poésie, à la lecture? Et une autre question assez banale. Pourquoi n'avez-vous pas fait des concours? Si oui, lesquels? Ou alors, quelle école, n'est-ce pas, de formation avez-vous faite? Je vous remercie. Deuxième part de questions. Nous allons commencer par la première, celle de Elvis Jonan, économiste. Il demande au poète la solution pratique pour éveiller les consciences et aussi pour éradiquer les guerres. Quelle est la solution qu'il préconise dans son œuvre de façon pragmatique? Je crois que je n'ai pas écorché. Bon, merci pour la question. De façon pragmatique, je pense que pour maintenir la paix, j'ai proposé la non-manipulation. Si chacun refuse d'être manipulé, d'être conduit comme un mouton, j'espère qu'à ce niveau, il y aura la paix. Et ce livre insiste sur ce point. Bien plus, je propose le patriotisme. Parce que pour un individu qui aime son pays, je pense qu'il est impossible de mener certaines actions qui puissent réduire plutôt le développement du pays. Donc si chacun se montre vraiment patriotique, quand on dit patriotique, pour moi il n'est pas seulement question de prononcer le mot pour dire je suis patriotique, j'aime mon pays. Mais quelles sont les actions que vous menez réellement pour que le pays avance? Dans mon œuvre, j'ai proposé par exemple le refus de la corruption et le respect de la déontologie professionnelle. J'ai pris par exemple le plan sanitaire, le plan judiciaire et bien d'autres. Parce que, mesdames et messieurs, allez dans les bureaux, allez dans l'arrière-pays au Cameroun profond pour voir ce qui se passe, parce que la vie ne se limite pas à Yaoundé. Donc si chacun respecte les lois de la nation, j'espère qu'à ce niveau, il y aura la paix. Et en plus de cela, il y a le respect de la dignité humaine. Si vous respectez déjà autrui, sur le plan philosophique par exemple, si je respecte déjà vos droits et vos devoirs, si en retour vous-même vous me respectez, pourquoi il n'y aura pas la paix? Dans mon œuvre, je lutte contre le tribalisme. Parce qu'il faut le dire jusqu'à nos jours, il y a certaines personnes qui restent toujours trop tribalistes. Excusez-moi pour l'hyperbole. Pourquoi ils veulent refuser de vivre ensemble avec quelqu'un qui vient du Grand Nord, ou bien qui est Wondo, qui est Fan, qui est Bassa, qui est ceci ou cela? Je sais que le Cameroun appartient à tout le monde. Donc si on respecte déjà toutes nos tribus, si on s'entend, pourquoi il n'y aura pas la paix? J'espère que la question est bien répondue. Bien. Monsieur Kondaïdoua, journaliste, souligne une inquiétude. Quelqu'un disait, si vous voulez cacher un secret africain, mettez-le dans un livre. Alors, puisqu'il n'y a pas de lecteur en Afrique, comment vous, jeune d'enfant poète, pouvez-vous vous lancer dans un genre aussi délicat que la poésie, où il y a moins de lecteurs? C'est pour quelle fin? Peut-elle apporter le développement? Merci pour la question de FM 105. Je me suis lancé dans la poésie en sachant bien évidemment que les gens n'aiment pas la lecture en Afrique, parce qu'il ne faut pas seulement se limiter dans le cadre poétique. Les gens n'aiment pas la lecture. Mais aujourd'hui, je pense que nous, les parents, nous devons encore apprendre à nos enfants à lire. La lecture est source de bonheur. Si je prie aujourd'hui, c'est parce que mon papa, quand je faisais déjà le cours élémentaire 2, tout ce qui me gardait, ce n'était pas les beignets ou bien un morceau de pain. C'était un journal ou bien un petit livre où tu vois ce que j'étais gardé. Et à force de lire, j'ai commencé aussi à écrire. Donc je me dis qu'à travers le livre, ou bien à travers la lecture, on peut encore sauver sa vie humaine. Et puis la fin de cette œuvre, ou bien la finalité de cette œuvre, pour moi, n'est pas non seulement de l'immortaliser, mais aussi d'éveiller les consciences. Parce que vous savez,
pour écrire, il faut aussi avoir beaucoup de courage. D'autres me demandent parfois, est-ce que tu n'as pas peur de mourir? Et moi, je dis, qui n'est pas mortel parmi nous? Chacun mange avec sa mort. Donc ici, j'écris pour élever les consciences, pour redresser la société, comme disait mon professeur tout à l'heure. Et cette œuvre s'adresse au public. Vous avez demandé si c'est à la jeunesse ou bien à qui s'adresse. Cette œuvre s'adresse au public en général, donc à tous les cœurs. Il n'y a pas un peuple cible que j'ai visé avec mon œuvre. Et dans mon propos, je l'ai déjà signalé que mon œuvre s'adresse à la communauté internationale et non au Cameroun et à l'Afrique. Vous avez par la suite demandé si ce livre peut être un facteur de développement. Je dis oui, parce que quand on parle du livre, ou bien quand on parle du développement, il faut d'abord des idées. Ceux qui ont construit la maison Don Bosco où nous sommes aujourd'hui, qui nous a donné l'honneur pour la cérémonie, si au préalable les gens n'avaient pas pensé qu'il faut d'abord faire ceci ou cela, ça ne devait pas marcher. Quand on parle du développement, pour moi, il n'est pas question de construire les gratte-ciels, d'avoir les grosses voitures, ceci et cela, ou bien d'avoir des gros postes. Mais il faut d'abord le savoir. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que chez nous en Afrique, on dit souvent, si Dieu t'a refusé le savoir, disons ça entre guillemets, c'est Dieu t'a fait du mal. Donc il faut d'abord le savoir. Et le savoir est caché dans le livre. Pour moi, le livre est facteur du développement. Bien, ça, et en tout cas, il avait une question à deux volets. Le second volet, vous avez évoqué plusieurs auteurs, mais beaucoup plus des auteurs étrangers, c'est bien cela. Alors, vous n'avez pas tellement cité les locaux, mais après, tout le temps, on entend l'auteur parler des dirigeants africains, Kadhafi, ainsi de suite. Nati Bangui Soros, poète. Bon, ici, il y a plusieurs écrivains camerounais que j'ai aussi lu, bien que j'apprécie beaucoup. Si je peux prendre le cas de Calice Beyala, notre sœur camerounaise, je peux prendre par exemple Patrice Ghana, qui a écrit Tant de Chien, et bien d'autres, ils sont nombreux. Mongo Bétier. Donc, dans mon œuvre, il n'était pas seulement question de répertorier tous les auteurs étrangers. Si on prend par exemple le secteur camerounais, dans mon œuvre, vous allez constater que j'ai touché par exemple le domaine musical, parce que j'aime aussi bien la musique. Vous allez retrouver dans cette œuvre le général Valzero, ou bien par exemple Lady Ponce. Et tous ces artistes nous encouragent aussi. Bien, la dernière question, alors, elle est celle de M. Roger Guetchou. Pourquoi avoir choisi la poésie dans laquelle nous avons inscrit l'œuvre de la paix à tout prix? Quel conseil donner à la jeunesse par rapport à ce genre littéraire fort délicat? Merci pour la question de M. Roger Guetchou. La première question, pourquoi, ou bien le premier point de cette question, pourquoi le choix de la poésie? J'ai choisi la poésie parce que pour moi, la poésie a une passion depuis l'enfance. Et c'est dans la poésie que je me sens à l'aise. Quand j'écris, je me sens à l'aise. C'est pour ça que j'ai poétisé ma vie, tout simplement. Et quel conseil je donne à la jeunesse camerounaise? Pour la jeunesse camerounaise en général, je demande plus de responsabilité. Parce que chaque jour, nous les jeunes, on se plaint que l'État. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour demander ce que l'État n'a pas fait de nous? Donc il faut une jeunesse responsable. Donc je veux la responsabilité, le travail et surtout le patriotisme. Vous savez, on dit la jeunesse est le fer de lance de la nation. Si c'est une jeunesse qui doit se livrer à la boisson, l'alcoolisme, la prostitution, le banditisme, le phénomène des crimes rituels et bien d'autres, personne n'aura la paix. Il faut d'abord la responsabilité des jeunes. Et quand nos parents, nos dirigeants, tous ceux qui sont là, quand ils iront en retraite, mais qui sera devant pour un bon travail? Donc pour moi, il peut donner comme conseil le travail tout simplement et la responsabilité individuelle. J'ai dit tout à l'heure que pour maintenir la paix, il faut d'abord une conscience personnelle avant de penser à la conscience collective. Pour le deuxième point,
Monsieur Gauchon demandait quel concours, pourquoi je n'ai pas fait le concours, bien quel concours j'ai fait dans ce pays ou bien dans quelle école de formation je me suis formé. Pour le concours, je peux vous assurer, il est bien vrai que ce n'était pas pour dévoiler ma vie. J'ai fait 13 concours dans ce pays. Vous avez demandé lesquels. J'ai fait le concours de la police, les élèves officiers de police, le concours de l'école normale supérieure, niveau baccalauréat 4 fois, niveau licence 3 fois, le concours des préposés de douane, gardiens de prison et bien d'autres. À la dernière minute, j'ai fait les Nièges. Et c'est ainsi que pour l'école de formation, je me suis formé à l'ENIEJ de Consamba en 2010. Donc je suis instituteur de formation. Il a tout fait. Et vous voyez que c'est quelqu'un qui maîtrise presque tous les domaines de la société pour avoir longtemps marché. Bien, je ne voudrais pas trahir la pensée du poète, mais je pense que la poésie comme genre littéraire est avant tout une chanson. Et nous savons très bien que même si c'est un domaine glissant, nous savons que la poésie étant chantée peut être mieux entendue. Le roman peut être volumineux. Vous êtes enseignant comme nous, vous savez que peu d'élèves lisent Madame Bovary, disait-il, c'est un roman volumineux. Bon, le poète a choisi, je ne voudrais pas trahir sa pensée certainement, parce que la poésie c'est d'abord un chant, et en chantant on médite. C'est un peu comme on dit, pour prier, on chante, je ne sais pas, qui chante prie 2 fois, autant pour moi. Donc la poésie c'est d'abord une chanson, et cette chanson demande que l'on puisse méditer. Je pense que c'est à juste titre que le poète a voulu, n'est-ce pas, insérer son message dans ce genre littéraire qui, n'est-ce pas, nous pousse à beaucoup plus méditer par rapport aux autres. Bien, je ne sais pas si on peut passer à une dernière vague de questions. Une dernière question. Celui qui est vraiment à l'honneur cette soirée. Il a apporté quelques éléments de réponse à des préoccupations. Il y a un monsieur qui demandait quelle est la solution, quelles sont les solutions pratiques que nous apportons, que l'auteur apporte à quoi? Les solutions pratiques à la révolution de la paix, justement. Et je voudrais juste dire que nous avons passé un moment agréable ici. Nous parlons de paix depuis que nous nous sommes rencontrés ici. Nous faisons la promotion de la paix. Nous faisons l'apologie de la paix. Alors on peut se demander, au sortir de cette rencontre, qu'est-ce que nous aurons appris? Nous serons contentés de dire en quoi la paix est bien. Alors, à chacun donc de pouvoir mettre en pratique ce que nous sommes dit. C'est en cela que je trouverai la réalisation des souhaits que nous sommes développés ici. Regardez un peu comment ça se passe, par exemple, dans des écoles. Lorsque l'enseignant ne va pas introduire dans la tête de l'enfant ou de l'élève la connaissance. L'enseignant se contente de dire, de développer la leçon et quitte donc à l'enfant de pouvoir saisir le sens